Madame, Monsieur, bonsoir. La question d'actualité du jour, qu'implique le statu quo de la Banque centrale marocaine au sujet du taux directeur? Très scruté par tous les acteurs économiques, mais aussi par les consommateurs, le Conseil de Banque el-Maghreb était décisif pour la reprise et face à l'inflation. Ce n'est pas seulement au Maroc, puisque toutes les banques centrales sont confrontées à un exercice d'équilibriste en ce moment. Mais contrairement aux prévisions de l'agence de notation Fitch Ratings de relever le taux directeur à 2% en 2 temps d'ici la fin d'année, eh bien, la Banque centrale marocaine maintient une nouvelle fois le statu quo, soit un taux directeur historiquement bas à 1,5%. Pourtant, une fois n'est pas coutume, Banque el-Maghreb n'emboîte pas le pas à la Banque centrale européenne. Cette dernière, poussée par l'inflation, s'apprête en effet à sortir des taux d'intérêt négatifs. Mais de l'autre côté, il faut soutenir l'économie, le tissu entrepreneurial. Et c'est ce qu'a choisi le Conseil de Banque el-Maghreb. Car chez nous, de toute façon, l'essentiel de l'inflation est subi, enfin importé. Selon les prévisions de croissance pour 2022, toujours de Banque el-Maghreb, l'économie nationale devrait subir les dommages de la sécheresse combinée à la guerre en Ukraine et à la hausse des prix des intrants à cause du fret maritime, entre autres. Dans ce contexte, la croissance devrait ralentir à 1% et l'inflation dépasser les 5% avant de décélérer autour de 2% pour l'année prochaine. On verra bien. Quelques questions entourent aussi cette situation, notamment sur le rôle de la Banque centrale et de son wali dans la création de richesses, l'action et les options qui restent pour Banque el-Maghreb face à une situation et un manque de visibilité, sans oublier l'impact réel et concret, notamment sur les toutes petites et moyennes entreprises et les ménages, d'une politique monétaire dite accommodante. Voilà, nous allons tout de suite commencer le débat en compagnie de mes invités ce soir. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir l'économiste et spécialiste de politique monétaire, Omar Bakou. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Khadija. Et en face, j'ai également le plaisir d'accueillir professeur Zakaria Firanou, enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat, spécialiste bien sûr dans l'économie. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Merci également. Bonsoir. Et je souhaite la bienvenue à mon cher confrère qui se joint à nous par Skype depuis Paris. Bonsoir Mehdi Michbal, merci Bonsoir Khadija. de participer avec nous à ce débat que je sais vous passionne. Exactement. Bon, alors on va peut-être commencer avec un peu de pédagogie pour le commun des Marocains, de comprendre un peu qu'est-ce que le rôle d'une banque centrale, mais aussi si on parle d'un taux directeur, qu'est-ce que ça change dans la vie d'un Marocain. Professeur Firanou. A priori, il faut savoir que l'économie tout entière a 4 objectifs essentiels. Ça veut dire que tout ce qu'on fait en matière économique, c'est pour atteindre ces 4 objectifs. Nous avons a priori la croissance, donc c'est un objectif très important pour l'économie. Nous avons également l'emploi, ça veut dire qu'on essaie de réduire un peu le chômage. Nous avons un 3e objectif, c'est ce qu'on appelle la stabilité des prix ou ce qu'on appelle aussi l'inflation, ou garder ou maintenir ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Et finalement, donc, il y a un 4e objectif très important, c'est ce qu'on appelle l'équilibre extérieur. Donc ce sont les 4, ce qu'on appelle un peu dans le jargon économique, le carré de Caldor, et qui permettent un peu de drainer toute l'activité économique dans un pays. Et toute la politique économique qui se réalise dans un pays, que ce soit par le gouvernement, que ce soit aussi par la Banque centrale, tourne autour de ces 4 axes-là, ou ces 4 objectifs-là. Donc nous avons la priorité depuis les années 80 que la stabilité des prix ou l'inflation, c'est l'objectif des banques centrales. Ça veut dire que les banques centrales sont créées dans l'ensemble des pays pour répondre à cette question de stabilité des prix, avec une certaine divergence. Par exemple, il y a des pays qui ne visent pas l'inflation, qui visent le chômage, par exemple. Je parle ici de la Fédérale Réserve américaine. Les États-Unis, oui. Et nous avons d'autres pays qui ont d'autres objectifs. Mais la plupart des pays, donc surtout après le consensus des années 80, nous avons un objectif qui est la stabilité des prix, ou je peux dire pour le jargon des citoyens, c'est le pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'on essaie de maintenir le pouvoir d'achat. Maintenant, la politique qui gère ce pouvoir d'achat ou qui essaie un peu de maintenir le taux d'inflation, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire, tout court. Et donc la politique monétaire, je peux la définir de façon très simple. Je vais dire, ce sont l'ensemble des décisions qui sont prises par une banque centrale qui visent soit à modifier une quantité de monnaie dans l'économie, donc la monnaie qu'on utilise, la masse monétaire, ou aussi les taux d'intérêt pour arriver à son objectif, qui est quoi? Qui peut être soit, nous avons 3 objectifs qui peuvent être choisis par la Banque centrale, soit l'inflation, soit la croissance,
soit le chômage. Donc, de façon académique, c'est ça la définition. Mais pas les trois en même temps. Non, il faut faire un choix. Voilà. C'est là où, c'est pour ça que j'ai dit, voilà, le choix est délicat. Il y a un carré, c'est là où on trouve toute la question d'indépendance entre les politiques. Parce qu'on ne peut pas faire les deux à la fois ou les trois à la fois, sachant que la croissance et le chômage peuvent se marier. Bien sûr. Mais l'inflation reste un peu... se marier, voilà. Ça reste quand même à questionner, notamment sur le Maroc, à savoir le taux un taux de croissance, et si on compare au nombre d'emplois créés, c'est là où ça peut poser c'est un autre problème. Et là, on va prendre plusieurs postures, soit comme des keynésiens, etc. On va rentrer tout un débat. Mais le plus important, c'est que la politique monétaire, son instrument aujourd'hui qui est le plus important, c'est le taux directeur. Ça veut dire la modification du taux directeur, qui est le taux à base de tous les taux d'intérêt qui sont utilisés dans l'économie. Ça veut dire lorsque la Banque centrale modifie son taux d'intérêt, elle a pour objectif, a priori, de modifier toute la structure des taux d'intérêt et également, par conséquent, modifier tous les agrégats macroéconomiques. Surtout la croissance, surtout la masse monétaire, qui aura un impact définitif sur l'inflation. Très bien. Alors, Omar Bakou, peut-être quelque chose à ajouter pour compléter un peu les propos de Zakaria Ferrano. Dit par mon collègue, c'est Zakaria Ferrano, nous vivons dans des économies monétarisées depuis au moins un siècle, une monétarisation un peu particulière. Et bien sûr, pour que ce système puisse perdurer, il faut une entité qui préserve la qualité de la monnaie. Et la qualité de la monnaie, ça est lié intimement à sa faculté de réserve de valeur. Donc pour cette raison-là, il faut qu'une entité soit dédiée à cet objectif-là. Donc la Banque centrale a pour objectif principal donc, de maintenir cette qualité de valeur, et cette qualité de la monnaie ne peut être garantie qu'à travers la stabilité des prix. C'est ça l'objectif ultime. Il y a un petit amalgame sur maintenir la stabilité des prix. Est-ce du ressort de la Banque centrale ou celui du gouvernement, ou les deux? Et si c'est le cas pour les deux, quelle action concordante entre ces deux entités? Je le rappelle, séparées. La Banque centrale est indépendante de l'action gouvernementale. Non, quand on dit que l'objectif de Banque El Maghreb ou des banques centrales, c'est la stabilité des prix, cela ne signifie pas qu'ils ont tous les leviers pour garantir cette stabilité. Cela signifie, ce qui n'est pas dit, ce qui est implicite, c'est que l'objectif d'une banque centrale ne peut pas être autre que la stabilité des prix. C'est-à-dire que, à travers les instruments dont elle dispose, notamment les leviers, que ce soit ceux quantitatifs de masse monétaire ou ceux de prix, de taux d'intérêt, ne doit pas dévier par rapport à cet objectif de stabilité des prix. Mais cela ne signifie pas qu'ils ont la main par rapport à cette question. C'est-à-dire, s'il y a une inflation due à un choc de l'offre, une grande sécheresse mondiale, la Banque centrale n'y peut rien, parce qu'il y a moins de production, donc les prix vont augmenter, donc le levier monétaire va atteindre ses limites. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui est relativement le cas, parce que toute la variation des prix qu'on observe aujourd'hui, la flambée des prix, c'est un phénomène inhérent à la mondialisation qui a fait qu'il y a eu une telle pression sur certaines ressources, notamment des ressources non renouvelables, qui a fait que leur prix a augmenté. Et donc, c'est un contexte international particulier. Alors, peut-être Mehdi Michbal, toujours dans cette pédagogie pour comprendre un peu le rôle de la Banque centrale dans notre économie pour la stabilité des prix, comme l'expliquaient mes chers invités sur le plateau. Selon vous, la décision de maintenir le taux directeur à 1,5% est judicieuse, et malgré les appels divers au Wali de Banque El Maghreb de revoir cette politique monétaire accommodante? Oui, je ne dirais pas que c'est une décision judicieuse, mais elle est en tout cas logique. Parce que, en fait, on dit théoriquement que la Banque centrale, à travers le taux directeur, vise la stabilité des prix. Mais dans le cas marocain, il y a un problème qui se pose. À des pays comme les États-Unis ou l'Europe, c'est le problème de la transmission des décisions de la politique monétaire. Au Maroc, quelle que soit la décision de Banque El Maghreb, on voit, et l'expérience nous a montré, qu'elle est souvent mal transmise sur le marché, parce que finalement, c'est pas... Vous parlez du marché bancaire, Mehdi.
Exactement, c'est son application par les banques. Et il se trouve qu'on n'est pas, contrairement à l'Europe, aux États-Unis, à l'Angleterre, au Japon, on n'est pas dans une économie financiarisée. C'est-à-dire que l'économie marocaine, les entreprises marocaines, les agents économiques marocains ne se financent pas à grande majorité via le circuit bancaire. Il y a d'abord toute l'économie informelle qui est en dehors du système, et puis même des entreprises qui travaillent dans la formalité n'ont pas recours au crédit bancaire. Il y a une dernière récente étude qui a été faite par l'Observatoire de l'entreprise de Banque El Maghreb qui montre clairement qu'il y a très très peu d'entreprises, de TPME, il y a beaucoup de grandes entreprises qui recourent au crédit bancaire. Donc, si les banques transmettent la décision d'une hausse des taux, quel est son impact réel sur l'économie? J'allais y venir, oui. Nous allons y venir. Oui. Mais moi, je veux juste justement vous interpeller là-dessus et sur le rôle finalement de Banque El Maghreb, peut-être aussi dans ce secteur financier, puisqu'on est vraiment là, on est en train d'entrer en matière, n'est-ce pas? On a expliqué un peu le rôle dans l'économie, mais est-ce que la Banque centrale a aussi un rôle peut-être de contrôle sur ce marché bancaire, financier? Est-ce que c'est à moi que... Oui, Mehdi, oui. La question, oui, je voulais juste rebondir sur vos propos. La Banque centrale, bien sûr, elle doit contrôler la transmission de ces décisions, mais le contrôle en soi ne résout pas le problème. Parce qu'en fait, la structure, il faut voir la structure des ressources des banques, qui n'est pas constituée seulement des refinancements vis-à-vis de Banque El Maghreb. Le refinancement vis-à-vis de Banque El Maghreb, ou l'argent qui est levé par les banques à travers ou par le canal de la Banque centrale, ne représente que 10% de l'ensemble des ressources des banques. Donc l'impact d'une hausse ou d'une baisse du taux directeur sur le coût des ressources bancaires et donc sur la constitution ou la formation du taux d'intérêt débiteur facturé aux clients est très minime, voire totalement absent. Les banques s'appuient essentiellement sur leurs propres ressources, leurs fonds propres, les capitaux durs ou des levées obligataires que l'on voit qui sont devenues très très courantes, que ce soit des levées subordonnées, ce qu'on appelle les quasi-fonds propres, ou des dettes, et s'appuient aussi sur les avoirs de leurs clients, c'est-à-dire sur les dépôts. C'est ça ce qui fait le principal des ressources des banques. Donc, quel que soit le degré de contrôle de Banque El Maghreb, elle ne peut pas agir sur la structure des ressources, elle ne peut pas imposer aux banques le taux débiteur qu'elles doivent afficher ou facturer à leurs clients. Ce qui rend un petit peu la transmission des décisions de Banque El Maghreb un peu délicate. C'est pour ça que j'ai dit que le maintien du taux directeur à 1,5% est une décision logique, parce que l'augmentation du taux allait être inutile. Elle allait juste un petit peu freiner l'élan de la croissance, sans plus. Elle allait avoir plus d'effets négatifs que d'effets positifs, notamment pour juguler l'inflation. Surtout quand on sait que cette inflation n'est pas une inflation qui a été générée par des facteurs internes, par une forte demande des consommateurs marocains, comme on voit aux États-Unis ou en Europe, où l'argent a été distribué à gauche et à droite, ce qu'on appelle l'argent facile, mais c'est une inflation importée, donc qu'on ne maîtrise pas, qu'on a produit nous-mêmes, et qu'on ne maîtrise pas. Donc augmenter des taux et rendre le crédit moins accessible ou plus cher n'allait servir absolument à rien, sauf à alourdir les charges des rares entreprises qui recourent au crédit bancaire pour soit financer leur trésorerie ou leurs investissements. Très bien. Je vais poser la même question à mes deux autres invités. D'abord, est-ce que vous avez été surpris? Je vous ai posé la question avant de commencer cette émission, mais j'aimerais bien que vous partagiez aussi vos insights avec nos chers téléspectateurs. Zakaria Firanouz, cela vous a-t-il surpris que le taux directeur reste inchangé? Vous connaissez bien l'institution de Banque El Maghreb? Oui. Laissez-moi avant revenir sur une chose très importante. Allez-y. Voilà. Premièrement, il faut savoir que la Banque centrale, lorsqu'elle fait de la politique monétaire, elle a 3 types de stratégies qu'elle peut faire. Nous avons ce qu'on appelle une stratégie de ciblage monétaire,
ou une stratégie de ciblage d'inflation. D'accord? Ce sont les deux grandes voies qu'ont les banques centrales dans la planète tout entière, dans le monde. Et donc la décision de soit faire un ciblage monétaire, ça veut dire que je vais cibler la quantité de monnaie, ou je vais cibler l'inflation, ça dépendra d'un facteur très important, ou une question très importante. D'où vient l'inflation? D'accord? Le Maroc, je pense, en 2005, en 2004, il y avait des études qui ont été faites au début de 2004, et on a dressé un peu, je dirais, la causalité de l'inflation au Maroc. Elle n'est plus monétaire depuis 2003, elle est aujourd'hui de source réelle. Ok, je vais revenir après à ce débat sur l'inflation importée, parce qu'au Maroc, toujours l'inflation a été importée. Parce que si je prends la structure des prix, donc on appelle toujours les prix échangeables, les prix non échangeables, les prix échangeables constituent plus de 90%. Ce qui veut dire que toujours l'inflation au Maroc, elle était importée. Et donc, toutes les décisions qui ont été prises par la Banque centrale étaient prises parce que l'inflation était importée. Et donc, ce n'est pas parce que l'inflation est importée qu'on ne doit pas prendre de décision. Donc ça, c'est... Bon, je vais revenir sur ce débat-là. Maintenant, je reviens à la dichotomie que je fais de la stratégie de la politique monétaire. Nous avons ciblage monétaire, donc nous n'avons plus l'inflation de source monétaire depuis le début des années 2000. Nous avons de l'inflation réelle. Donc, dans le ciblage d'inflation, nous avons un problème. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas faire du ciblage d'inflation, ce qu'on appelle inflation targeting. On ne peut pas le faire que si nous avons les canaux de transmission sont connus de façon exacte par la Banque centrale. Ce qu'on appelle les canaux de transmission. Et je pense, quoi? Voilà, c'est ce qui a été soulevé par notre collègue sur les questions de transmission de la politique monétaire. Les canaux de transmission de la politique monétaire, ce sont les canaux par lesquels passent ce qu'on appelle les décisions prises par la Banque centrale. Et généralement, nous avons 4 canaux qui sont très connus. Le canal du bilan bancaire, le canal du crédit, le canal des prêts des actifs, etc., le canal de taux de change. Maintenant, au Maroc, nous savons que la structure de l'économie marocaine ne permet pas d'avoir des canaux de transmission qui soient bien clairs pour la Banque centrale. On est d'accord? Et ce n'est pas uniquement le Maroc, il y a beaucoup de pays qui sont dans la même situation. Et donc, ce qui a fait que le Maroc, lorsqu'on a fait les statuts de Banque al-Maghrib, on n'a pas mis le ciblage d'inflation. C'est un objectif auquel on veut y aller. On ne peut pas y aller si le taux de change n'est pas flexible. Je peux revenir sur ça après. Et donc là, nous avons un spécialiste avec nous. Voilà, je vais revenir à ça après. Mais aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle la stabilité des prix. C'est une stratégie annexe ou connexe à ce qu'on appelle le ciblage d'inflation. Et dans cette stratégie, je vous le dis, le target de la Banque centrale, ce n'est pas les banques. Le target de la Banque centrale, c'est le TMP, le taux moyen pondéré du marché interbancaire. Et donc, l'efficacité de la politique monétaire, elle est mesurée à travers est-ce que le TMP, il répond ou non. Ce qu'on appelle le TMPE, bon, pour le simple des citoyens, c'est le taux d'intérêt moyen par lequel les banques échangent entre elles ce qu'on appelle de la monnaie. Et donc, dans cette conception-là, je pense que nous, on peut pas dire à la Banque centrale que, voilà, parce que le problème des canaux de transmission ne vient pas de la Banque centrale. La Banque centrale, c'est pas elle qui a créé l'informel. La Banque centrale, c'est pas elle qui a créé le type de concurrence qui existe entre les banques. Malgré que je peux reprocher ça à la Banque centrale, parce que la Banque centrale, vous l'avez sifflé tout à l'heure, la Banque centrale, elle a ce qu'on appelle la supervision bancaire. Elle a tout un rôle, parce que généralement, on parle de la Banque centrale. On oublie une chose très importante, c'est une méga institution. Vous savez quelles sont les fonctions de la Banque centrale? Non, on l'oublie pas. Hein. Oui, voilà. Non, c'est une méga institution. La politique monétaire n'est qu'une fonction, mais elle a 4 fonctions. Oui. Et elle peut imprimer les billets, c'est un pouvoir très important. Elle supervise les banques, elle supervise les marchés de court terme, c'est-à-dire les marchés monétaires et les marchés de change. Absolument. Et cinquièmement, il a aussi la stabilité financière. Donc c'est une institution avec un pouvoir énorme. Maintenant, je reviens à votre question sur l'efficacité un peu de la décision, je dirais le 1,5. Moi, je crois, c'est ma vision des choses, je n'étais pas surpris par la décision. Pourquoi? Parce qu'il faut voir les risques inhérents à une augmentation du taux d'intérêt. Moi, le premier risque par lequel je commence, c'est quoi? C'est la structure de l'épargne publique. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on est dans la courbe des taux? Dans la courbe des taux, ça veut dire les taux des banques du Trésor, on est sur des banques du Trésor de 52 semaines, on est à 1,7%. Les banques du Trésor, à 52 semaines, et lorsque je parle banque du Trésor, ça veut dire que je suis en train de parler de 70% de l'épargne publique. Il est à 1,7% de taux de rendement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt réel, il est négatif dans l'économie. Attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rendements qui sont donnés par les banques du Trésor pour l'épargne publique au Maroc n'arrivent même pas à surmonter l'inflation en 2022. Vous avez 1,7 que vous générez sur les banques du Trésor et vous avez 5% du prévu en termes d'inflation. Donc vous êtes en train de perdre dans votre épargne publique. Et ça, si la Banque centrale augmente le taux directeur, ça va empirer la chose, que ce soit dans la courbe des taux, parce que ça va déstabiliser l'épargne publique. Vous avez un autre incident sur la dette. Ça risque de créer quel phénomène? Ça va déplacer la courbe des taux. Et lorsque ça va déplacer la courbe des taux, les prix des actifs vont baisser.
Et donc, vous avez une obligation qui coûte, par exemple, 100 000. La Banque centrale augmente le taux directeur. Vous avez une obligation qui va descendre au-delà de 100 000. Et donc, ça va être une catastrophe pour l'épargne publique. Le gouverneur a regardé ça. Je pense qu'il l'a regardé. Deuxièmement, il faudra aussi voir le taux de change. Vous savez, si vous augmentez le taux d'intérêt, avec ce que font les autres banques centrales dans le monde, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, vous aurez votre taux de change qui sera déprécié. On connaît le mécanisme. Et donc, ça va empiétiner sur quoi? Sur la dette externe et sur la dette interne. Vous avez un troisième problème, c'est la croissance. Attention, on est à 1% de croissance. Si on enlève le taux directeur, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que des avantages finalement à ce qu'on maintienne. Il y a des avantages, mais attention, il y a aussi un message politique. Je l'ai dit tout à l'heure avant qu'on commence, c'est que c'est pas moi le problème, c'est pas la Banque centrale qui a créé le problème. Le problème vient de la politique budgétaire. Donc c'est la politique budgétaire qui doit résoudre le problème. On doit aller vers une dominance de la politique budgétaire. Et c'est le message, moi je dis qu'il est fort, qui est articulé à travers le gouverneur de la Banque centrale ou le conseil de la Banque centrale. C'est-à-dire que c'est un... Ça veut dire simplement deux mots. On lance un message au gouvernement. Ça veut dire que la politique budgétaire devra prendre ses responsabilités en matière du pouvoir d'achat. On va revenir à cette question de politique budgétaire parce que c'est très important, surtout en termes de politique publique. Peut-être une réaction, Omar Bakou, par rapport à ce contexte particulier, par rapport aux inconvénients. Il les a très très bien cités, professeur Fiorano, et sur notre capacité aujourd'hui à prendre des décisions, parce que c'est une décision qui va à l'encontre de toutes les, j'ai envie de dire, les prévisions, mais aussi recommandations des grandes institutions mondiales, pour ne citer que Fitch Ratings, Fonds monétaire international, Fitch Ratings, Banque mondiale et Fonds monétaire international. Non, c'est une décision, à mon avis, qui était prévue et qui est une décision pertinente et logique. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit le professeur Fiorano, finalement, toutes les décisions de politique économique et notamment de politique monétaire, c'est un arbitrage entre des avantages et des coûts. Et l'augmentation des taux d'intérêt ou du taux d'intérêt directeur dans ce contexte-là aura plus de coûts que d'avantages. Des coûts, pourquoi? Parce que la question des facteurs autonomes de la liquidité bancaire, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les banques marocaines sont dans une situation un peu difficile par rapport à leurs ressources monétaires parce que il y a un déficit sur le marché de change, c'est-à-dire il y a moins de devises qui rentrent. Il y a une augmentation, une accélération de sortie des billets de banque depuis la crise du Covid. Il y a également les créances en souffrance. Donc les bilans des banques, donc du côté des ressources, il y a une problématique. Et par conséquent, ça c'est un premier facteur. Il y a d'autres facteurs. La décision de Banque El Maghreb, c'était un peu de ne pas encore aggraver la situation financière des banques, notamment à travers au moins le maintien du taux d'intérêt directeur. Et ajouter à cela les éléments concernant la stratégie de conception de la politique monétaire, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique monétaire, finalement, ça se résume à ce qu'on appelle une règle de Taylor, c'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'inflation anticipée et puis ce qu'on appelle l'écart de production. C'est l'écart de production, c'est-à-dire on voit aujourd'hui que si on augmente, on augmente le taux d'intérêt, c'est-à-dire ça va encore aggraver la demande. Elle va aggraver la demande parce qu'on n'a pas un problème de surplus ou de demande qui est supérieure à l'offre, mais on a plutôt des capacités de production qui sont sous-utilisées et on n'a pas une demande qui excède l'offre pour qu'on agisse sur la demande pour équilibrer ça. Oui, donc pour résumer, c'est parmi les facteurs qui ont été pris en considération pour adopter cette décision de statu quo de maintien du taux d'intérêt directeur à côté des autres facteurs que vous avez cités. Et cette stature, j'ai envie de dire, du gouverneur de Banque El Maghreb face à ces institutions, ce n'est pas la première fois qu'on dit non à des institutions telles que le FMI ou la Banque mondiale. Qu'on dit non, par exemple, notamment pour l'agrandissement ou l'élargissement de la banque de fluctuation sur le flottement du dirham, qui a été recommandé par ces institutions, Mehdi Mchbel. Donc, finalement, bon, bien sûr, c'est une décision qui est prise par un conseil, mais quel est le rôle du gouverneur de Banque El Maghreb, du wali de Banque El Maghreb, c'est Abdelatif Jouari? Le gouverneur, c'est le visage public de la Banque centrale. Mais pas que.
Mais pas que. C'est le décisionnaire, c'est le responsable de la politique monétaire du pays, de la stabilité du système financier et de plein d'autres choses qui sont inscrites dans les missions de Banque el-Maghrib. Et le wali de Banque el-Maghrib, notamment Abdel Jouahri, a montré depuis sa nomination en 2003, donc ça fait presque 20 ans qu'il est à la tête de Banque el-Maghrib, qu'il tenait mordicus à son indépendance et à la crédibilité de la parole, à sa parole, la parole d'un banquier central. Parce que c'est ça ce qui importe finalement, c'est la crédibilité de la parole du banquier central. Et on l'a vu à plusieurs reprises, Abdel Jouahri a toujours maintenu une indépendance vis-à-vis du gouvernement d'abord, et c'est très important parce qu'on ne peut pas laisser la politique monétaire entre les mains du gouvernement, sinon ça peut aboutir à des catastrophes. Et il l'a dit hier, il a exprimé clairement quand une question lui a été posée sur le financement du Trésor pour savoir est-ce que la décision du maintien du taux directeur inchangé avait pris en considération ce facteur de financement du Trésor et de la dette, et du coût de la dette publique. Il a dit absolument pas, et que ce genre de facteur ne rentre pas dans ce genre de décision de politique monétaire. Et même la directrice du Trésor qui était présente au Conseil de Banque el-Maghrib, d'après Abdel Jouahri, elle n'a même pas évoqué ce sujet de financement de la dette publique, sachant que, comme l'ont dit les éminents professeurs, c'est une des conséquences de l'augmentation ou de la baisse du taux directeur. On le sait très bien. Donc, indépendance vis-à-vis du gouvernement, ça, Abdel Jouahri... Est-ce que, quand on dit indépendance, Mehdi Mchbel, indépendance, certains de nos confrères, pour ne pas citer de nom, ont un peu critiqué le fait que Banque el-Maghrib n'adresse pas un message, même s'il était peut-être indirect, mais un message direct à l'exécutif, d'assumer sa responsabilité aussi. Assumer sa responsabilité, mais je pense que la Banque centrale, au moins depuis le début de la crise du Covid, assume très bien ses responsabilités. Non, je parle de l'exécutif, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que c'est du rôle de Banque el-Maghrib, même si c'est une institution complètement indépendante, mais qu'elle pourrait éventuellement appeler le gouvernement à faire tel ou tel changement dans sa gestion budgétaire, comme l'évoquait le professeur Ferrano tout à l'heure? Moi, je pense que le gouvernement de la Banque centrale peut et doit faire cela. D'ailleurs, mais est-ce que c'est son rôle? Conseiller du gouvernement. Il est le conseiller financier du gouvernement, officiellement. Oui. Donc, toutes les grandes décisions financières qui concernent le pays, le gouvernement doit revenir au wali de Banque el-Maghrib. Sur les sorties du Trésor à l'international, sur de grandes décisions concernant, par exemple, le budget de la compensation, sur des choses comme ça. Le wali de Banque el-Maghrib joue le rôle de conseiller officiel du gouvernement, c'est écrit noir sur blanc. Mais d'ailleurs, il doit présenter un rapport dans 2 semaines, là. Il doit présenter un rapport dans 2 semaines, si je ne me trompe. Exactement, et Abdel Jouahri, il ne rate aucune occasion pour adresser un message au gouvernement et aux politiques en général. D'ailleurs, on l'a critiqué récemment, avant la campagne électorale, parce qu'il n'a pas critiqué justement l'action des politiques, les promesses qui sont données par les politiques dans les campagnes électorales et qui sont invraisemblables. Il a dit, on ne peut pas donner des promesses comme ça en l'air avec des chiffres qui ne sont pas tenables. Donc, il intervient, il s'exprime librement, quitte à vexer ou à déplaire aux politiques, au gouvernement. Mais Abdel Jouahri joue très bien ce rôle. Maintenant, sa décision de maintenir le taux directeur à 1,5%, elle est dans l'intérêt du gouvernement. Parce que si Jouahri avait augmenté, si le Conseil de Banque el-Maghrib avait augmenté son taux directeur, dans un contexte de croissance à 1%, et dans un contexte de chômage de plus de 12%, et surtout de chômage des jeunes qui a dépassé les 47,5%, ce qui est énorme. Les jeunes de 15 à 24 ans
1 sur 2 chôme. Hein. Donc, s'il avait augmenté son taux directeur, ce qui aurait été du bon sens, hein, toutes les banques centrales du monde vont dans ce sens d'augmentation des taux directeurs et des taux d'intérêt, il aurait un petit peu freiné l'élan de la reprise économique, de la Mais croissance. est-ce qu'on peut réellement parler de reprise économique? Mehdi Mchbal, est-ce qu'on peut parler de reprise économique? Est-ce que, parce que cette politique accommodante, elle est là depuis quelque temps. Bien sûr, la Covid-19 a fait qu'elle est encore plus accommodante qu'elle l'a été sur les quelques années qui se sont suivies. La politique monétaire est accommodante, mais est-ce qu'on en ressent Est-ce qu'on en cueille les fruits finalement sur le tissu économique? Est-ce qu'on crée de la richesse? Est-ce qu'on crée de l'emploi? C'est ce que je disais justement. Non, c'est ce que je disais justement tout à l'heure. Il y a un problème dans la transmission d'abord des décisions de la Banque centrale. C'est-à-dire qu'on voit par exemple en Europe, quand les taux étaient à 0 voire négatifs, les crédits bancaires explosaient. Et ça permettait aux entreprises de se financer, aux particuliers de financer des achats, des acquisitions immobilières. Ça créait de l'activité. Au Maroc, on l'a vu, on est passé depuis la crise du Covid d'un taux de 2,5% à 1,5%. Donc c'est une baisse de 75 points de base, mais les crédits bancaires stagnent ou évoluent même à un niveau bien inférieur à celui des 10 dernières années. Mais on évoque du côté bancaire qu'il y a le risque qui augmente aussi, donc il faut se protéger. Cela dit, je rappellerai que notre secteur financier se porte à merveille. Le secteur bancaire, selon les derniers chiffres qui ont été publiés... de l'impact de la politique monétaire. Tout est bien. Il y a ça, le problème de l'inflation. Mais il y a aussi une chose qu'il faut dire. Il n'y a pas que la politique monétaire qui crée de la croissance. La croissance, d'abord, est du ressort du gouvernement et de la politique budgétaire et des politiques publiques. C'est ça. La politique monétaire est un des leviers qui peut faciliter la chose. Mais ce n'est pas le principal déterminant pour la croissance. Ce n'est pas par le crédit bancaire sans coût qu'on peut créer de la croissance, mais par des politiques budgétaires bien ciblées, bien pensées sur le moyen terme, par un changement structurel de l'économie marocaine. Et ça, ce n'est pas du ressort de la Banque centrale, c'est du ressort du gouvernement. Est-ce que vous pensez que dans le rapport, ça pourrait être soulevé? Le prochain rapport qui sera présenté au chef de l'État par le gouverneur de Banque El Maghreb? Oui, tous les derniers rapports de Artef Jouari qui sont soumis au roi à l'occasion de la fête du trône étaient très critiques vis-à-vis de l'action du gouvernement, hein, de tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. D'ailleurs, c'est une très belle matière pour nous, journalistes, hein, les Absolument. rapports de rapport annuel de Banque El Maghreb, parce que Artef Jouari dit tout haut ce que beaucoup disent tout bas. Et il n'a peur de personne. C'est ce qui en fait une des Quand figures... vous dites les autres qui disent tout bas, vous parlez de quelle institution? Il y a d'autres institutions qui publient des rapports. J'ai envie de parler de la Cour des comptes, ou peut-être même le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui sont deux entités, encore une fois, indépendantes. Oui, mais la Cour des comptes ne juge pas la politique économique de manière générale. Budgétaire, si, quand même. Oui, de la politique budgétaire. La politique publique de manière beaucoup plus globale, oui. En effet. Donne un panorama global sur l'économie marocaine, sur la conduite des politiques publiques, sur leur efficacité, avec des chiffres, des indicateurs. Et si on a eu recours à la création d'une commission pour réfléchir un nouveau modèle de développement, c'est en partie grâce aux alertes qui étaient lancées depuis des années par le rapport annuel de Banque El Maghreb qui est soumis au roi tous les ans. Exactement. Alors vous avez parlé de chiffres. Justement, revenons sur les chiffres, les prévisions qui ont été annoncées par le Wali de Banque El Maghreb à la suite de cette réunion du Conseil de la Banque centrale. 5,3% pour l'ensemble de l'année d'inflation. Selon vous, c'est réaliste, messieurs. Ça pourrait décélérer, cela dit, à 2% en 2023. Un commentaire sur l'inflation. Professeur Felano, bien sûr. Bon, 5,3, je pense, c'est un seuil minimal. Ça veut dire, dépendamment de la conjoncture internationale, je pense qu'on peut même dépasser 5,3%.
Maintenant, ce qui dérange, c'est que moi, pour 2023, donc tabler sur une prévision de 2%, je crois que c'est un peu... je ne sais pas comment la Banque centrale a fait pour prévoir ça, mais moi, je crois que l'inflation va s'installer pendant 2 à 3 ans. Donc maintenant, prévoir 2%. Et attention, vous n'êtes pas le seul à le penser. Beaucoup d'observateurs internationaux, pour les plus optimistes, c'est d'ici fin 2023. Mais nous avons pour des d'autres, on informations. parle de 2024. Je prends juste une information très simple sur le prix du pétrole. Maintenant, nous avons des informations qui disent que le prix du pétrole, il y aura un arrêt de... ça a été dit par le ministre de l'économie, c'est qu'il y a un ralentissement de l'investissement, ce qui veut dire qu'il y aura de la demande qui va augmenter sur le prix du pétrole et ça va engendrer une augmentation encore plus massive dans les mois qui vont venir par rapport au prix du pétrole. Et donc là, est-ce qu'on va rester sur uniquement l'année 2022 en termes d'inflation qui va galoper vers 5%, ça va aussi piétiner sur 2023 ou 2024. Donc là, je ne sais pas. Maintenant, revenir à la tendance de long terme, ça veut dire les 2% pour la Banque centrale ici au Maroc, moi je pense que c'est un peu très minimaliste en termes de prévision par rapport à la Banque centrale. Mais si je prends la décision de la Banque centrale, ça veut dire de ne pas changer le taux directeur, et si je veux la justifier de façon pragmatique, je dirais qu'en termes d'expectation, ça a été fait parce que nous allons revenir sur 2% en 2023. Parce que ce que doivent savoir les gens, c'est que la Banque centrale ne gère pas l'inflation actuelle, elle gère l'inflation future. Ça a été sifflé en termes de règle de Taylor. Ça veut dire que la Banque centrale, lorsqu'elle va changer le taux directeur aujourd'hui, si elle le change, je dis théoriquement, elle table sur l'inflation future. Et puisque la Banque centrale a remarqué dans ses prévisions que le taux d'inflation ne va pas dépasser les 2% pour l'année 2023, c'est pour ça qu'elle n'a pas changé. C'est-à-dire si je veux faire la mécanique en termes pragmatiques de la politique monétaire. Mais si vous me posez la question en tant qu'économiste et vous me dites est-ce que c'est plausible d'avoir 2%, je vous dirais non. Ça veut dire moi je crois que 2023... Mais dans un scénario très optimiste. Écoutez, moi je serais un peu à la Greenspan en 2008. 2007, la Banque centrale américaine avait la même situation. Est-ce que je change le taux directeur ou non? Donc là, moi je crois, c'est qu'il fallait changer le taux directeur. Parce que le mouvement inflationniste, il va continuer dans le temps, pendant 2 ans ou 3 ans. Et donc là, je comprends la position de la politique monétaire. Mais il faut maintenir l'économie aussi, la croissance. Je comprends, je comprends la position de la Banque centrale, je comprends les arbitrages qui ont été faits, mais en parallèle, nous avons un pouvoir d'achat qui est en train de se détruire. Nous avons le prix du pétrole qui augmente, nous avons le salaire qui n'arrive plus à aboutir par rapport aux besoins des citoyens, nous avons aussi des choses qui sont en train de se réaliser au niveau de la consommation au jour le jour des ménages. N'oubliez pas, c'est que lorsque vous dites 5,3% d'inflation, c'est tout le panier. Dans le panier, nous avons plus de 400 produits. Ça veut dire qu'il y a vraiment une certaine euphorie en matière de prix dans tous les produits. Et donc, dans ce sens-là, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une action pour corriger ce qu'on appelle aussi... Mais pas de la Banque centrale. Je comprends la position. Il faut une action, professeur Ferrano. Vraiment. Il faut qu'une politique réelle. Sur les détails. Voilà. Parce que là... On parle de la politique de la Banque centrale. Là, ce n'est plus du ressort de la Banque centrale, c'est du ressort de l'exécutif, du gouvernement. J'ai dit, nous avons 2 instruments pour stabiliser une économie. Soit on va faire 3 politiques. Soit nous avons une politique monétaire qui va réagir, soit une politique budgétaire, soit finalement une politique de change. Oublions pour l'instant la politique de change parce que nous avons un 2,5, un 2,5, nous n'avons pas beaucoup de marge. Donc les 2 politiques, si la politique monétaire ne réagit pas, qui doit réagir ? Il reste la politique budgétaire. Est-ce qu'on va attendre encore 3 mois le Conseil de la Banque centrale pour qu'il prenne une autre décision? Et moi, je vous dis, si on prend la situation actuelle, qui doit résoudre un peu cette inflation de 5,3 et qui doit résoudre ce qui va venir dans le futur, si l'inflation s'installe. Et moi, croyez-moi, c'est que si je regarde les scénarios qui sont à l'international, que ce soit là aux États-Unis ou en Europe, croyez-moi que ce qui arrive aujourd'hui aux États-Unis va arriver dans 2 ans au Maroc. Ça veut dire que nous aurons de l'inflation qui va s'installer. Ça, c'est clair. Si la conjoncture continue de la même situation, moi, je ne pense pas qu'on va revenir à 2%. Et donc là, est-ce qu'on a raté la cible aujourd'hui ou est-ce qu'on ne l'a pas ratée? J'ai dit, je comprends la position de la Banque centrale. C'est rationnel sur le plan économique. Ça veut dire qu'il fallait qu'elle fasse ça pour plusieurs arguments. J'ai cité des arguments. Je pense, mes collègues, ils ont cité des arguments. Il y a le chômage, il y a la croissance qui est en berne, etc. Je comprends ça. Mais en même temps, il fallait faire un arbitrage. Je pense que l'arbitrage a été fait hier. On n'a pas modifié le taux directeur. Maintenant, quelle est la solution alternative? Il faut revenir vers l'exécutif. Ça veut dire qu'il y a la politique budgétaire. Donc c'est la politique budgétaire. Maintenant, oui. Toujours dans ce contexte international, peut-être un mot là-dessus, Omar Bako. Est-ce que vous partagez l'avis de professeur Ferrano? Et aussi, quand on parle des politiques monétaires internationales, quand on voit que la Banque centrale européenne va passer de taux négatif à
un taux directeur de 25 points de base en juillet, puis en septembre, donc des hausses de relever le taux directeur. Quel impact? Parce que c'est nos clients et c'est nos fournisseurs à l'avenir. Par rapport à la question de l'inflation et des prévisions, je pense que nous avons plus d'incertitudes que de certitudes. Donc personne aujourd'hui ne peut prévoir avec certitude ce qui va se passer parce que le taux d'inflation d'une manière générale va dépendre d'abord de la croissance économique, parce que c'est très important, parce que cette aubaine inflationniste plutôt de baisse du taux d'inflation, cette stabilité des prix que nous avons connue presque durant 25 ans, 30 ans, était due à une mondialisation qui a poussé les prix vers les bas à travers la productivité, à travers les bas salaires, à travers les délocalisations, etc. Et cette tendance, certainement, elle va continuer parce qu'on est dans la mondialisation, on est dans des grandes prouesses en matière de productivité, technologie, etc. Donc ça ne s'arrête pas. Mais nous avons parallèlement une pression sur les matières premières à cause de certains modèles que nous avons choisis, que le monde a choisis en matière énergétique, etc. Ajoutez cela d'autres facteurs comme l'augmentation de la population, etc., qui a plutôt mis de la pression sur les produits alimentaires, etc. Donc il y a ces facteurs-là, mais ça doit dépendre de ces deux éléments, de ces deux facteurs, c'est-à-dire et par rapport à la question des produits énergétiques, ils nous ont habitués à une volatilité, à des surprises, parce qu'à un certain moment, lorsque le prix du pétrole, les prix des produits énergétiques ont augmenté, je me rappelle 2008, depuis 2004 jusqu'à, certains experts ont commencé à prévoir des taux plutôt des prix de $200. Ils ont dit que le baril à $40, il faut l'oublier, mais après, il y a eu une chute des prix, etc., une normalisation. Donc tous ces éléments vont rentrer en jeu pour agir sur le taux d'inflation, cela à côté des politiques monétaires qui sont en train restrictives d'être menées par les banques centrales, notamment la Fed, et qui vont impacter Comment? C'était ça ma question. En fait, comment allons-nous, encore une fois, subir, de par notre ouverture sur le monde, nous sommes une économie ouverte, vous avez parlé de mondialisation, est-ce que ça ne risque pas d'aggraver les choses, surtout si le taux directeur est relevé de l'autre côté de la Méditerranée? Est-ce que ça ne va pas nous impacter, nous, au Maroc? Il y a deux impacts. Et cette croissance que vous évoquez. Il y a deux impacts, à mon avis, parce que la question du relèvement des taux directeurs, que ce soit celui de la Fed ou la Banque centrale européenne, il va influencer plutôt les capitaux, la disponibilité des capitaux sur le marché international. Parce qu'il y a un relèvement des taux, il y aura moins de liquidités sur le marché international. Donc l'impact sur l'investissement. L'impact sur le financement de l'État. Parce que c'est surtout l'État qui fait des sorties sur le marché international. C'est le public qui est connecté au marché international plus que le privé. Donc ça, c'est l'impact sur le financement de l'État. Et M. Louali, le gouverneur de Banque el-Maghrib, a parlé de cette question hier, il l'a soulevée. Maintenant, sur l'inflation, nous ne sommes pas, il faut rappeler ça, nous ne sommes pas à un niveau extrêmement important aujourd'hui au Maroc. Il y a des tensions sur certains prix. Et moi, je pense, pas tous les prix. J'ai envie de vous dire, il y a une tension sur beaucoup de Marocains, surtout. Non. Il y a des éléments objectifs et des éléments subjectifs. Parce que la question, par exemple, c'est ma doctrine ou ma façon de voir les choses. Moi, je trouve que nous avons également un problème de modèle de consommation. Oui, parce que... Et modèle d'épargne aussi. Non, nous sommes des gaspilleurs. Que ce soit toutes les franges de la population, ça c'est un peu subjectif. Et peut-être ce genre de contexte, de pression sur les prix, doit nous interpeller tous par rapport, je dirais, à nos habitudes alimentaires, à notre modèle de transport, etc. Donc, parce que l'ouverture extérieure qui est là depuis une trentaine d'années ne nous a pas interpellés. Nous n'avons pas une entité publique, etc., qui se charge de cette question de notre modèle de consommation.
Là aussi, il faut c'est-à-dire réfléchir ou mener des politiques sur ce tableau-là. Parce que notre subconscient, nous faisons comme si il n'y a pas de problème de modèle de consommation. C'est-à-dire alors qu'il y a des marges de manœuvre, que ce soit en matière de notre consommation énergétique, de notre consommation alimentaire, que ce soit privé ou public. Donc ça aussi, c'est un levier qui doit bien sûr être activé à côté des autres leviers, notamment de subventions ciblées, etc. Donc il ne faut pas juste voir la chose d'une manière un peu objective et figée. Et figée. Non, loin de nous l'idée d'être figé. De toute façon, je pense depuis le Covid, on est en train de nous adapter selon le changement de contexte et vraiment... On peut dire que ces 3 dernières années, on n'a pas eu des contextes favorables. Dernière question sur ces 3 politiques budgétaires. On va revenir, parce que c'est la même question, ce triptyque de politique publique, politique budgétaire et politique monétaire. Mehdi Michbel. Oui, la politique monétaire, on en a parlé, l'instrument principal, c'est le taux directeur. La décision a été connue hier du maintien, mais ce n'est pas une décision définitive. Définitive, oui. Elle est appelée à changer dans les 3 mois à venir, si, comme l'ont dit nos économistes, la prévision de l'inflation en 2023 augmente. Je pense que les 2%, la Banque Maghreb s'est alignée sur la prévision de la Banque mondiale, du FMI. Je viens de vérifier leurs prévisions. C'est pratiquement la même chose. La même chose, oui. Parce qu'on l'oublie des fois, l'inflation a commencé bien avant la guerre en Ukraine, bien sûr. C'était après. Ça a accompagné la reprise. Ça a accompagné la reprise. Et ça a accompagné aussi cette hausse vertigineuse des prix de transport, surtout, à cause de la Chine. Merci, la Chine. Parce que après la crise du Covid, l'arrêt des économies mondiales, des flux de transport maritimes, etc., il y a eu une reprise et un déséquilibre entre l'offre et la demande, entre une offre qui n'arrivait pas à se mettre au niveau de la demande, de la très forte demande qui a été créée justement par les politiques ultra accommodantes de la BCE et de la Fed, avec des taux qui sont proches de zéro ou même négatifs. Avec de l'argent facile, là, on est en train de vivre la fin de l'ère de l'argent facile avec ces politiques restrictives de la Fed et de la BCE. Donc, c'est ce déséquilibre entre l'offre mondiale et la demande mondiale qui a créé l'inflation, qui a été exacerbée plus tard par la guerre et ses effets notamment sur les matières premières, quelques matières premières agricoles et les produits énergétiques. Bon, je pense que le monde entier table sur un retour à l'équilibre entre offre et demande, ce qui est plutôt plausible, Mais bon, les effets de la guerre, personne ne peut prévoir ce qui va se passer demain. Personne ne peut prévoir ce qui se passe. Donc, je pense que Banque Maghreb s'est aligné sur la prévision de la Banque mondiale, du FMI. Et en attendant, le Jouhari le dit, il dit que rien n'est définitif, que l'incertitude est là et que tout peut changer. Il peut même provoquer un conseil avant l'heure pour changer de décision si la prévision de l'inflation en 2023 augmente. Ça, c'est la politique monétaire. Maintenant, il faut pas trop focaliser sur la politique monétaire dans ce contexte. Elle a un rôle à jouer, certes, mais elle n'est pas la seule. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, il y a un triptyque là, la politique publique, politique budgétaire, politique monétaire, et finalement comment pas résoudre cette équation, mais au moins qu'elle soit logique, qu'il y ait une logique entre la politique monétaire, la politique publique et la politique budgétaire, qui est parce que le nouveau modèle de développement parle de justement une vision commune et qu'il n'y ait pas des stratégies en silo. Alors on a d'un côté la politique monétaire, elle est accommodante, ce que vous dites, mais de l'autre côté, voilà, est-ce que on a réellement accordé nos violons et on part vers la même direction? Oui, Mehdi. Je vois que les violons sont accordés. Le gouvernement aussi, à travers sa loi de finances 2022, a montré une vraie volonté c'est un budget expansionniste, celui qui a été présenté par le gouvernement Arnous, avec des investissements records
de 240 milliards de dirhams, ce qui est une première. Ouais, mais pour quel résultat sur la croissance et la création de richesses? Oui, oui. Bon, mais on voit les signaux qui sont envoyés par. Bien sûr, il y a le problème d'efficacité et du rendement de l'investissement public qui se pose, mais le signal qui est envoyé est un signal d'expansionnisme budgétaire où le gouvernement n'a pas recouru à la facilité, à une politique d'austérité pour s'aligner avec les standards internationaux, revenir à un niveau de déficit budgétaire de 3%. Non, on n'est pas du tout dans ça. On n'est pas dans deux politiques, une politique monétaire qui va dans un sens expansionniste et une politique budgétaire restrictive. Les deux se rejoignent pour l'instant. Maintenant, pour quel résultat, ça c'est un autre débat. La politique budgétaire a aussi un rôle dans la stabilité des prix, comme l'a dit Sibakou tout à l'heure, par le biais des subventions, du budget de la compensation ou de mesures de soutien à certains secteurs qui sont touchés par la hausse des prix, notamment le transport. Le gouvernement a pris des décisions en ce sens, mais bon, il y a aussi des contraintes. Comme Banque el Maghreb a des contraintes, le gouvernement et la politique budgétaire aussi a ces contraintes, et des contraintes qui sont très très lourdes. Aujourd'hui, si on veut freiner, par exemple, si on veut parler que des produits énergétiques, freiner la hausse vertigineuse des prix du gasoil et de l'essence, on parle d'au moins 50 milliards de dirhams à injecter aujourd'hui, sachant que... Oui, mais cela dit, si on prend en compte l'éthique et les impôts qui sont prélevés sur le litre de diesel que nous achetons à la pompe, eh ben l'un compense l'autre, j'ai envie de dire. Non, excuse-moi... La TVA, oui, c'est un raccourci trop facile parce que peut-être. Si on enlève la TVA, la TIC, ça fait moins de recettes pour l'État. Moins de recettes. Écoutez, c'est le serpent qui se mord la queue, Mehdi Michbal. C'est le serpent qui se mord la queue dans le sens où, de toute façon, subventionner ou continuer à taxer, enfin, c'est là où la politique budgétaire, vraiment, c'est un autre exercice d'équilibriste, un peu comme celui de la politique monétaire. Mais il faudrait préciser que ce débat sur la TIC est un petit peu biaisé parce que les gens croient que la TIC est appliquée sur le prix. Que si le prix du gasoil augmente, la TIC qui est collectée par l'État augmente aussi, ce qui n'est pas vrai parce que la TIC est appliquée sur le volume. Oui. Et pas sur le prix. Donc, quel que soit le prix du gasoil, qu'il soit à 8 ou à 16 dirhams, l'État collecte la même chose. Donc, enlever la TIC ou ne pas l'enlever, c'est un débat. Reste la TVA alors. Reste la TVA aussi. Enfin, je ne sais pas combien rapporte cette TVA. On ne sait pas, voilà. Pas beaucoup. Est-ce que combien ça va avoir? Moi, j'ai entendu un responsable gouvernemental parler d'un impact de moins d'un dirham. Est-ce que le problème aujourd'hui, c'est d'avoir un gasoil à 16 ou 15 dirhams? Qu'est-ce que ça change pour le consommateur? Mais pour les équilibres budgétaires, ça compte beaucoup. Hein. Très bien. Sachant qu'on est déjà un déficit, parce que Banque el Maghreb a réactualisé ces chiffres de déficit budgétaire et de croissance parce qu'il y a eu un changement de base sur le PIB, et on est monté à 6,3% de déficit budgétaire. Oui. C'est plus que l'année dernière. Et à un certain moment, il faut revenir à des niveaux normaux. Sinon, on est déjà à des niveaux de dette publique très élevés, et si on continue comme ça, on risque de perdre notre souveraineté budgétaire, ce qui est encore pire que de vivre une année dure, de vache maigre. D'austérité. Voilà, exactement. On va revenir à une austérité. On va sacrifier là des choses très stratégiques comme la réforme de l'éducation, la réforme de la santé, la généralisation de la protection sociale. Donc il y a des arbitrages à faire aujourd'hui. Et l'arbitrage est très clair. On ne peut pas subventionner de manière aveugle tous les produits pour éviter... Mais je crois qu'on a bien appris la leçon. Hein. On sait ce que ça a coûté pendant plusieurs années de ne pas cibler. On ne peut pas faire marche arrière sur cette réforme de la caisse de compensation. Au contraire, on doit accélérer aujourd'hui la mise en place du registre social unifié. Voilà, j'allais pour en rebondir finir avec ces aides
multiples qui sont distribuées à gauche et à droite, à tout le monde, on ne sait pas où elles vont, ni combien de gens les touchent, pour aller vraiment vers un ciblage direct des populations qui ont besoin d'aide gouvernementale, d'aide publique, et laisser le marché libre et le jeu des prix se faire. C'est un autre débat, Mehdi Mchbel. Malheureusement, le temps, c'est un autre débat, vraiment. Est-ce qu'il faut, parce qu'on parle d'un État. D'un État qui intervient dans l'économie ou laisser libre cours aux humeurs très changeantes et très choix et il y a pas de instable du marché. On a fait un choix, absolument, absolument. Il faut l'assumer. Mehdi Mchbel, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir. Largement partagé. Merci beaucoup, professeur Celano. Merci, professeur Bakou. Je vous en prie. Merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée.